Oui, Gérard Pascal, médecin du Monde. Simplement, au travers de tout ce qui a été débattu là maintenant, j'ai beaucoup entendu vision, perception. Notamment, c'est des mots qui ont été beaucoup employés. Et je voudrais rebondir là-dessus pour parler un tout petit peu des médias. C'est-à-dire que dans l'analyse, effectivement, sur la responsabilité des médias, de nos responsabilités respectives, alors peut-être ça fait l'objet de quelque chose dont vous aviez l'intention de parler après, donc je ne sais pas, mais si c'est ça, vous m'arrêtez. Mais je dirais que c'est vrai qu'il y a eu un développement tout à fait extraordinaire des moyens de communication de ces 10 dernières années qui explique un petit peu, je dirais, une certaine naïveté de nous, les humanitaires, un petit peu derrière les caméras avec des égos un petit peu narcissiques. Il y a des exemples célèbres par le passé sur lesquels je passerai. Mais je dirais que maintenant, les choses ont beaucoup évolué au travers de ça et qu'il y a une vraie, notamment concernant les grosses ONG, bien entendu, une vraie logique de communication. Et cette logique de communication, si vous voulez, est tout à fait nécessaire, ne serait-ce que pour des problèmes de partenariat, de financement et autres. Et je dirais que moi, je souhaiterais un petit peu qu'une analyse soit faite au travers des responsabilités respectives que nous avons sur ces médias qui véhiculent ces fameuses images dont vous parlez à la vitesse, comme disait Pierre Micheletti, de l'éclair. Un événement se passe et c'est diffusé dans tous les médias qui sont concernés. Et je crois que là, ce mariage, comme Pierre l'avait écrit, pour le meilleur et pour le pire avec les médias, a, je pense, quand même une très grosse responsabilité, effectivement, dans cette insécurité qui est l'objet du débat aujourd'hui. Peut-être Ronnie Broman qui voulait prendre la parole également, puis on reviendra effectivement sur cette question des médias. Oui, puisque je parle après la question des médias, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup plus de raison de s'interroger sur les rapports entre humanitaire et médias qu'entre humanitaire et sport, humanitaire et police, humanitaire et sciences. Enfin, je ne suis pas sûr qu'il y ait une spécificité si grande que ça. Évidemment, quand on parle de Médecins du Monde, je veux dire depuis Médecins du Monde, depuis Médecins sans frontières, puis quand on est en France, plus généralement, on a Kouchner et quelques célébrités médiatiques en tête, mais ce n'est pas pour autant que ça se prête à une généralisation et à une théorisation explicative de nos problèmes, me semble-t-il. Enfin bon, c'est surtout je vais rebondir après ce qu'a dit la personne de la Croix-Rouge. La question entre sécurité et utilité me semble effectivement très importante. Et là, notre premier bouclier, c'est que les gens comprennent que tout le monde a intérêt à ce qu'on soit là. Sans oublier qu'on peut prendre aussi un coup de bouclier sur la tête. Parce que précisément, c'est-à-dire que cet effet, il peut se retourner. C'est là que se retrouve une certaine complexité. Être quelque part en étant très clairement, c'est-à-dire en faisant tout ce qu'il faut pour que tout le monde comprenne que si on n'était pas là, la situation serait plus grave, c'est déjà une façon de s'enraciner, de s'ancrer, d'être protégé. Mais c'est pas pour autant que les groupes, et ça nous ramène à ce qu'on disait au tout début, ne peuvent pas être d'autant plus intéressés à nous éliminer qu'on est plus utile et qu'on peut être des semeurs d'illusions, des semeurs de troubles, détourner les gens des vrais problèmes, des vrais enjeux. Donc c'est tout de même une arme à double tranchant, même si je trouve, et c'est pas du tout pour déconstruire le truc, je trouve que c'est quand même un point extrêmement important. Ce ne sont pas les valeurs, les discours, les points formulés, mais plutôt l'action et l'utilité de l'action qui sont vraiment centraux. Un autre point qui, me semble-t-il, est important pour se distancier de ces histoires, disons, civilisationnelles, sous-jacentes, de ces conflits de valeurs, c'est de constater, comme on le voit dans plusieurs endroits où je pense à une étude que Médecins sans frontières Suisse a faite sur les questions de perception qui va bientôt être publiée, mais dont certains bouts sont déjà disponibles aujourd'hui. Elle montre par exemple qu'au Niger, en dehors d'une situation de guerre, en dehors de problèmes de sécurité, il s'agit de perception pure, comme le disait très justement Pierre tout à l'heure, perception et sécurité doivent quand même être dissociés. Ce n'est pas uniquement pour assurer la sécurité qu'on doit faire attention à l'image qu'on donne de nous-mêmes. Mais ce qui était frappant dans la réponse que les gens qui étaient les destinataires de l'action conduite au Niger, 11 et MSF, ce qui était vraiment caractéristique, c'est qu'ils appréciaient à un part égal les expatriés et les locaux, c'est-à-dire les gens, en l'occurrence les gens de la région de Zinder, mais ils rejetaient massivement les gens de Niamey, c'est-à-dire les locaux qui venaient de la capitale. Et on retrouvait là une coupure
ville-campagne beaucoup plus profonde qu'une coupure nord-sud, musulmans chrétiens, est-ouest, que sais-je encore. Et je trouve que c'est un point de vue important à conserver à l'esprit pour se distancier justement de cette sensation que j'appelais huntingtonienne tout à l'heure. Puis très rapidement, deux petits points, un point pour reprendre ce que disait Thierry Morisset, la question que soulevait Thierry Morisset sur le secteur privé, juste pour dire que jusqu'à preuve du contraire, je pense que le contraire mettra du temps à arriver, la position des MSF, et j'imagine celle de l'FDL, du Secours islamique, c'est en gros celle que le CICR, ce que Patrick Bruguère exposait, à situation exceptionnelle, moyen exceptionnel. La Somalie est effectivement une situation exceptionnelle, c'est pas depuis 1991 que le CICR utilise des milices comme MSF. Mais les dangers que vous avez décrits sont exactement cela. Et quant aux sociétés militaires privées, moi je ne connais personne à part les quelques ONG américaines qui fassent recours. Il me semble que c'est pas il me semble que c'est pas tout à fait à l'ordre du jour, même si certains en font partie. Mais le dernier point sur lequel je voulais rebondir, parce qu'il me semble important à reprendre dans ce genre de discussion, c'est par rapport à ce que disait Patrick Bruguère sur le vrai et le faux humanitaire à propos de l'Arche de Zoé. Moi, ma thèse sur l'Arche de Zoé, c'est qu'ils sont tout aussi humanitaires que nous aimons. Et que notre difficulté, c'est de nous confronter au problème qu'il y a plusieurs exceptions dans l'humanitaire. Par exemple, pour reprendre le personnage qui était souvent cité, Kouchner. Quand Kouchner part au Rwanda en 1994, va passer 2 jours du côté de Kigali pour ramener une centaine d'orphelins, je n'ai pas, je supposé orphelin, je n'ai pas connaissance de la moindre critique qui ait été formulée là-dessus. Ça semblait tout à fait évident. Alors pourquoi ce qui était valable au Rwanda en 1994 ne l'est pas au Darfour en 2008 je ne vois pas, si ce n'est que c'est attaché à la maison Kouchner. Non, il n'y a pas de raison. Il y a simplement des modalités plus ou moins discutables d'action humanitaire, certaines dans lesquelles on peut se reconnaître, d'autres qui tiennent directement, qui sont directement rattachées à leurs origines impériales. Et je pense que c'est à ce problème-là qu'ils se font se confronter. Ils sont tout aussi humanitaires que nous. De même que moi, j'ai tendance à considérer que tous les gens qui s'associent à la notion de state building et de nation building en Afghanistan, en Irak, sont simplement des collaborateurs des occupants. Si je l'avais à le dire en termes brutaux, politiques, comme je le pense de façon plus générale, c'est comme ça que je le formulerai. Il n'empêche que, tout en étant cela, ils sont aussi, parce que personne ne peut leur arracher l'étiquette, je ne vois pas au nom de quelle autorité on le ferait, ils se prétendent humanitaires, comme les équipes de reconstruction provinciale, les PRTs, se prétendent humanitaires, comme l'armée américaine en Irak ou au Vietnam, que sais-je. Et je crois que c'est à cette pluralité d'acception de l'humanitaire, à cette diversité parfois conflictuelle, il faut accepter ce conflit, qu'il faut s'attacher plutôt, à mon avis, qu'à tracer une ligne en deçà de laquelle il y a les bons humanitaires, en delà de laquelle il y a les faussaires ou les trucs. Donc il y a beaucoup de points qui ont été abordés jusqu'à présent. Je vous propose maintenant essayer d'être un petit peu concret sur un cas justement d'attaque, de violence exercée à l'encontre d'humanitaires. C'est-à-dire comment est-ce qu'il faut réagir, comment est-ce que les organisations humanitaires elles-mêmes doivent réagir, comment identifier les ravisseurs. Souvent, on a vu des groupes qui prennent des otages. Par exemple, en Somalie, un groupe prend des personnes, des humanitaires en otage. Ils vont les revendre à d'autres groupes, etc. Donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, quelles sont les stratégies que chacun met en place? Est-ce que c'est vraiment du cas par cas à chaque fois? Peut-être Pierre Micheletti. Oui. Alors, vous-même, peut-être... Oui, moi-même, je vais passer la parole à Carole Dromer, qui est dans la salle, qui est la directrice des opérations de Médecins du Monde et qui peut peut-être... c'est toi qui choisiras, Carole, mais... je rappelle que vous êtes quand même une personne qui a été prise en otage, justement, en Somalie. Pas moi, mais... Enfin, je veux dire... Vous êtes, Médecins du Monde a été concerné il y a un an et demi environ par un événement, et peut-être que Carole, tu peux répondre à la question posée sur comment concrètement on tire un fil à partir d'une situation d'urgence.